situation sécuritaire à l'est du pays. Faudrait-il maintenir la pression à travers les manifestations ou négocier avec l'ennemi? Comment se passe la collaboration entre le gouvernement congolais et les patriotes d'Iwazalendo? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Béni Nézé Ouriozé, présidente de la Dynamique nationale pour l'unité, la paix et la sécurité. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Bonjour et bienvenue, fidèles auditeurs et chers internautes, à ce nouveau magazine Débat au féminin. Vous le savez, on commente l'actualité avec les femmes, toutes tendances confondues, c'est-à-dire société civile, opposition et majorité. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Béni Nézé Ouriozé, femme leader. Elle est présidente également de la Dynamique nationale pour l'unité, la paix et la sécurité en RDC. Avec elle, c'est justement pour débattre de la situation sécuritaire à l'est du pays, également les dernières manifestations qui ont eu lieu un peu partout ici au pays et même à l'extérieur du pays. On a vu la population marcher en France, au Canada, pour dire non contre l'agression nous imposée par le Rwanda via le M23. Nous parlerons aussi de l'élection des femmes et comment affronter le reste des scrutins inscrits dans le calendrier électoral de la CENI cette année 2024. Alors, bonjour Madame Béni et bonjour. Bienvenue sur nos antennes. Bonjour Madame Isabelle, ça a toujours été un plaisir d'être là avec vous. Alors, on va entrer dans le vif de notre sujet du jour, qui est en rapport avec la situation sécuritaire. Et vous le savez, le conflit avec le M23 s'intensifie à l'est du pays, avec les combats qui se poursuivent à l'instant à Saké aux environs. On compte des morts chaque jour, des blessés, des déplacés en grand nombre dans cette partie du pays. Et à cela, on va ajouter l'occupation de Bunagana qui a aujourd'hui totalisé plus de 600 jours. Vous êtes native du coin. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque ces nouvelles vous parviennent? Franchement, Madame Isabelle, pour cette situation, à chaque fois qu'on a des coups de fil de la famille, à chaque fois qu'on revoit même à la télé, à chaque fois qu'on est sur terrain, parce que nous sommes de là, on regarde cette situation, comment la population vit, ce qu'elle traverse, et à un moment donné, on n'a pas de mots. Mais aussi, on se pose la question de savoir, devant cette situation, on s'est dit, est-ce qu'on est impuissant? Est-ce qu'on est incapable de faire quelque chose? Oui, la population est impuissante de faire quoi que ce soit parce qu'elle attend tout de ses leaders politiques, du gouvernement, du président de la République. Cette population, elle est en train juste de sauver sa peau. C'est ça juste qu'elle peut faire, sauver sa peau, se mettre à l'abri. Cette population, nous de la société civile, nous sommes la bouche du peuple, mais nous sommes aussi le peuple. Donc nous jouons le pont de prendre la situation de la population brute, les ressentis, les désidératas du peuple pour les amener à qui de droit. Et aujourd'hui, vous parlez de Bunagana, de ces plus de 600 jours. Mais avant que ça soit Bunagana, c'était la terreur dans le Rutshuru. C'était la terreur avec des kidnappings, avec des enfants qui n'allaient pas à l'école, avec toute cette situation que la population était en train de vivre du jour au lendemain. Et quand il y a eu prise de Bunagana, aujourd'hui 600 jours, et cette population qui, aujourd'hui, hier, n'a pas voté, donc n'était pas enrôlée, n'a pas voté, et qui se pose la question de savoir, est-ce que nous sommes considérés dans ces pays? Est-ce que nous faisons partie
de la République démocratique du Congo, ça signifie Bunagana. Est-ce qu'il fait partie encore de la République démocratique du Congo? Est-ce que Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, une partie de Walikale, est-ce qu'ils font partie de la République démocratique du Congo? En vous entendant parler, c'est comme si vous vous sentez abandonné, alors que le gouvernement est en train de réagir sur le terrain. On a vu lui-même, le président de la République, taper du poing sur la table jusqu'à déclarer qu'il est prêt à faire la guerre contre le Rwanda. On voit également comment se comporte l'armée sur le terrain. Tout cela ne vous rassure pas? Est-ce qu'il faudrait dire toujours que le gouvernement ne fait pas assez? Vous savez, s'il faut le dire, d'abord j'ai la chair des poules en parlant de cette situation. Dire que le gouvernement ne fait pas assez, le gouvernement, il est en train de travailler parce que vous allez le comprendre que depuis le début, le président de la République, que je cite Félix-Antoine Tshisekedi, en son mandat passé, il est venu, il a commencé par des négociations. Il a commencé par chercher la solution à l'amiable en tant qu'Africain, en tant que voisin. Où, vous savez, il a eu même à parler de Kagame comme son frère, où il a pris la situation un peu à la légère en sachant que c'est quelque chose où nous allons finir. Vous savez, lui-même, il a dit au début que son mandat, sans la paix, ça ne sera pas une réussite, mais qui, du jour au lendemain, on a vu que ça allait de pire en pire. Pourquoi? Parce que comment vous allez dire que le gouvernement est en train de travailler sur le terrain et l'armée est en train de travailler sur le terrain pendant que, si je reviens à ce que les Nations Unies l'année passée a demandé à ce qu'il y ait retrait de M23 vers Sabinyo, chose qui n'a jamais été faite. Il avait demandé qu'il y ait cessez-le-feu de FARDC pour que nous puissions aller au pourparlers. Le FARDC a respecté le cessez-le-feu. Pendant ce temps, il y a eu la présence de contingents de EAC qui sont venus, qui ont été, qui se sont, comment on dit, qui se sont cantonnés, prendre, il y a ceux qui sont vers dans le Busanza, dans le Masisi, dans le Rutshuru, qui sont là. Mais on a vu aussi que malgré ça, le M23 ne faisait que récupérer, ne faisait qu'avancer dans le territoire. Et aujourd'hui, il était à Rutshuru. Maintenant, il est à Masisi. Pendant que le FARDC ne fait qu'observer. Et le président de la République, à cette période-là, n'a fait que continuer à procéder par de négociations. Et on se dit aujourd'hui, mais non, quand même, après tout, la population continue à mourir. Après tout, la population continue à vivre les traumatismes de cette présence. Un grand nombre, que je peux dire aujourd'hui, la surmilitarisation. Parce que ce n'est plus seulement le EAC, mais nous avons le Wazalendo qui se sont encore ajoutés. Nous avons la SADC qui s'est ajoutée. Et alors, on se pose la question aujourd'hui, et cette population qui, à part cette surmilitarisation, cette population est en train de vivre les traumatismes des déplacements. Ces traumatismes dans des camps de déplacés, pour ceux qui sont dans des camps de déplacés, mais pour ceux qui sont encore dans des Jomba, dans des Busanza, sont en train d'être tués, où on a enregistré les 2 de ce mois, 14 personnes dans Busanza qui ont été tuées, massacrées par le M23. On a vu qu'aujourd'hui, dans nos villages, en Rutshuru, s'il faut accéder à l'Internet, il faut aller au-dessus, sur les montagnes. Nous avons vu qu'il est interdit de circuler après 18 heures. Ça veut dire cette population qui, le M23 s'est dit, venir libérer la population, mais au contraire, elle est encore en train de terroriser cette population qui, ces personnes vivaient par le produit champêtre, ils ne peuvent plus accéder à leurs champs, mais s'il faut aller aux champs, ça veut dire 80% de tes récoltes, tu partages avec le M23. Alors nous allons nous dire, est-ce que, je pose maintenant la question au gouvernement, est-ce que
le gouvernement est fier et peut se dire qu'il a fait déjà assez, ou il faut maintenant activer nos batteries pour faire mieux. C'est-à-dire? Pour faire mieux, c'est-à-dire, aujourd'hui, la société civile, nous avons vu et nous sommes en train de voir ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a le soulèvement massif de la population, partant des marches, partant ici et là. Et c'est déjà une forme de réponse, des plans par rapport à ce que le gouvernement peut aujourd'hui s'accrocher à ce que la population est en train de demander aujourd'hui. La population s'est dit, on est fatigué de négocier. On est fatigué que l'armée, le gouvernement... Puisqu'on est fatigué de négocier, c'est pourquoi on a assisté cette semaine à des manifestations de la population, des femmes notamment, pour dire non à cette agression. Mais c'est pour quelle fin? Quand vous parlez de l'agression, quand vous parlez de cette marche, quand vous parlez de tout ça, j'aimerais d'abord premièrement remercier la ministre du Genre, Femmes et Famille, qui a vraiment, vous savez, les femmes sont les plus amoureuses, nous sommes les plus amoureuses du monde, si je peux le dire. Et c'était la Saint-Valentin et nous avons oublié que c'était la Saint-Valentin pour être en rouge-noir. Et nous nous sommes retrouvés en tenue de deuil, en tenue pour dire que nous sommes fatigués, malgré que c'est la Saint-Valentin. Mais nous, les femmes, nous avons nos enfants qui sont en train de mourir. Nous avons nos maris qui sont en train de perdre leur vie. Nous avons le militaire, parce qu'il y avait des femmes de militaires, il y avait des femmes de la société civile, il y avait des femmes des institutions, il y avait des femmes du Nord Kivu que nous étions présentes et nous avons vu cette solidarité que nous avons toujours voulu, nous avons toujours demandé. Pourquoi? Parce que cette femme villageoise que je suis, que je représente les femmes de Massissi, de Beni, de Nyiragongo, de Massissi, de Walikale, je voulais dire, de Walikale, où nous nous considérons comme des villageoises, et voir la première dame se lever, la ministre de ministres, parce qu'il y avait même des ministres honoraires qui étaient là, s'est levée pour cette cause, pour se tenir la main dans la main pour notre cause et dire tout haut ce que peut-être nous, les villageois, nous ne savons pas dire, parce que nous ne sommes pas devant les caméras, nous n'avons pas de moyens pour dire, s'exprimer. Et le monde entier, aujourd'hui, la population congolaise de la France, du Canada, se met avec nous, main dans la main, pour dire que nous ne voulons plus. Nous avons compris ce qui se passe. Ce n'est plus seulement le M23 derrière le Rwanda. Et nous allons dire aussi, ce n'est plus le Rwanda, parce que nous avons vu le Rwanda dire qu'il venait pour récupérer ses terres. Et pour moi, je dirais que c'était une manière de dire parce qu'il ne savait pas dire, parce qu'au début, il disait ce n'est pas lui, c'est les enfants du pays derrière le M23, ce sont les fils du pays qu'il a enrôlés, il continue à enrôler jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Suite à leur situation de faiblesse, c'est parce que ces jeunes aujourd'hui, des Boussanza, des Mjomba, qui sont devant une situation incapable de résoudre leurs problèmes, où on les enrôle par force pour adhérer au mouvement de M23. C'est sûr qu'ils vont faire passer ça pour dire que ce sont les volontaires qui se sont donnés pour libérer leur territoire, leur pays, et qui est sous emprise de qui a quel problème. Et aujourd'hui, il a trouvé que ça ne tient pas. Ça ne passe pas. Il amène, disons qu'il vient récupérer les terres. Mais après, il a trouvé que non. Au contraire, c'est le Congo qui doit demander, qui pouvait demander que le Rwanda faisait partie, à la belle lurette, faisait partie de ces terres. Et le Congo n'a pas demandé. Et aujourd'hui, on a compris que ce n'est pas ça. Il est en train d'essayer de couvrir ses parrains qui sont les Occidentaux, les multinationales. Vous avez dit tout à l'heure que cet élan de solidarité vous reconforte. Cette prise de conscience de toute la population congolaise par rapport à la situation à l'est du pays vous conforte. Mais est-ce que vous pensez que cela suffit pour amener la paix à l'est? Vous savez,
Madame Isabelle, je suis activiste des droits de l'homme, des droits de femmes et en particulier des droits de femmes et des enfants. Je suis défenseur des droits de l'homme. On a toujours dit que le peuple se libère. On n'a jamais libéré un peuple. Et aujourd'hui, ces soulèvements massifs, pourquoi ça nous réconforte, nous, en tant que citoyennes et en tant que ressortissantes du Nord Kivu? Ça nous soulage parce qu'on a toujours demandé depuis le début. On parlait, on criait. Mais on a vu autant de fois comme si c'était la situation des ressortissants du Kivu. Et cette solidarité de voir que les quatre coins de la République et même la diaspora s'élèvent avec nous, ça nous montre que nous sommes prêts à nous libérer. De gré ou de force, nous sommes prêts à nous libérer. Et pour moi, confiante que je suis, sûre de mon pays, en tant que pays, parce que je peux vous ramener en arrière. Il y a belle lurette que le Rwanda pouvait prendre la République démocratique du Congo ou l'Est de la République. Je pourrais prendre l'exemple de RCD. Il a fait 5 ans. Il avait tout le pouvoir, il pouvait prendre. Pourquoi il n'avait pas pris? Parce qu'il y a cette solidarité forte, cette unité forte que personne ne peut disloquer dans le Nord Kivu. On a beau soulever des problèmes ethniques, tribaux, entre les Hutu, Nande, Tembo, Nyanga, Hunde. Mais ça n'a toujours pas abouti. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'à l'interne, nous avons des enfants, nous nous sommes entremariés, si je peux le dire. Ça a déjà une grande force que personne ne peut disloquer. Et voilà pourquoi je vous dis que ces soulèvements, c'est un soulagement de notre côté. Et moi, je vous dis, nous sommes maintenant capables d'affronter même les multinationaux avec ça. Parce que je peux dire, si je n'exagère pas, hier, ces multinationaux ont joué les rôles des humanistes pour venir en aide quand il y avait guerre chez nous. Mais aujourd'hui, ces Occidentaux jouent maintenant le rôle des diplomates pour venir nous amener à la diplomatie, pour venir nous demander de procéder d'une manière diplomatique. Chose que le président... Ce n'est pas une bonne alternative, selon vous, négocier avec l'ennemi. Est-ce qu'on doit continuer à refuser de négocier avec l'ennemi quand on sait comment il se comporte sur le terrain? Quand on sait combien il se comporte sur le terrain. Mais est-ce que vous savez, est-ce que nous, on a toujours dit, ce sont les faibles qui négocient. Vous avez vu les États-Unis négocier avec qui? Personne. Les États-Unis, c'est une grande puissance. C'est une grande puissance. Mais cette grande puissance est en train aujourd'hui de chercher des matières qui font de lui une grande puissance chez nous. Ça veut dire, quelque part, nous devons connaître qui nous sommes pour peser devant ces multinationaux. Nous n'avons pas bien managé notre présence sur la scène internationale, vous pensez? Je dirais à 100% oui, nous n'avons pas su manager. Quand vous parlez du management, ça me rappelle directement à 1884 avec Berlin. C'était que le fondement même de cette république, c'était fondé sur la politique de libre-échange, où nous devrions être des vrais managers. Un vrai manager, c'est un visionnaire. Un vrai manager, c'est celui qui regarde ses intérêts. Parce qu'il ne faut pas nous voiler la face, que ce soit la SADC, que ce soit les EAC, que ce soit qui que ce soit qui voudra venir nous aider. Ça veut dire qu'il ne vient pas un ami, il ne vient pas un frère africain ou même humanitaire, mais il vient en intérêt. Parce qu'en politique, nous devons savoir qu'on n'a jamais d'amis, mais on a d'intérêt. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je me dis, on n'a pas su se vendre à la scène internationale en tant que de bons managers par rapport à ce que nous avons, parce qu'il ne faut pas seulement que la population congolaise, quinoise ou celle de la diaspora pense seulement que nous n'avons que de minerais au Nord Kivu, à Ituri. Non, nous avons de minerais partout dans la République. Ça veut dire, ça commence à l'Est,
en Ituri, au Nord Kivu, et après ça sera dans le Nord, dans le Sud, dans l'Est, dans l'Ouest. Ça veut dire aujourd'hui nous devons comprendre la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Elle doit d'abord être consciente de sa beauté pour se dire comment je me vends. Est-ce que je me donne à un bas prix ou je me donne à un prix qui me convient, qui est vraiment à la hauteur de la valeur que je mérite. Et voilà pourquoi je me dis, si on parle de Berlin, est-ce que nous avons été des bons managers? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Rwanda se vend comme un organisé, un quelqu'un visionnaire, malgré que les Occidentaux, cette communauté internationale, connaît sa nature sanguinaire avec les génocides, connaît, et voilà pourquoi je veux vous dire aujourd'hui ce qui se passe, et que c'est nous qui donnons la force à Kagame par le fait que nous ne connaissons pas l'importance. Parce que je veux vous dire, nous du Nord Kivu, connaissons que tout ce que le Rwanda a, ça vient de chez nous. Pourquoi nous continuons à avoir cette diplomatie avec le Rwanda? Il faudrait alors négocier avec qui? Normalement, nous n'avons pas à négocier avec le Rwanda. Nous avons à négocier avec le parrain du Rwanda. Parce que, je vous donne un exemple comme une mère, un enfant qui vient m'ingérer. Je ne veux pas punir cet enfant, mais je punirai ses parents si j'ai besoin de punir. Mais si je dois parler avec quelqu'un, je ne parlerai pas avec cet enfant. Je parlerai avec le parent de cet enfant. Ça veut dire aujourd'hui, nous devons comprendre que nous n'avons pas à négocier avec le Rwanda. Nous n'avons pas à négocier ni avec Kagame, ni avec Museveni. Pourquoi je parle de Museveni? Si je dois revenir derrière, en arrière, avant de prendre Bunagana, il y a nulle part où il faut passer de Bunagana pour le Rwanda. Non, il faut passer pour le Rwanda. Il faut passer par le Rwanda, l'Ouganda pour entrer dans Bunagana. Ça veut dire, c'est un ennemi qui se voile et qui pense que nous ne le connaissons pas. Non, nous les connaissons, mais nous nous disons, nous ne pouvons pas attaquer des lièvres, sinon nous allons perdre le deux. On voit celui qui se présente en tant que le géant, et c'est le grand frère Kagame qui se présente en tant que celui qui se dit l'homme fort. Mais nous n'allons pas négocier avec lui. Nous aimerions que cette communauté internationale arrête avec son hypocrisie et qu'il vienne nous voir. Il essaye de demander ce qu'il veut. Parce que sinon, aujourd'hui, que je puisse le dire en tant qu'activiste, moi, je ne sais pas voir à 2 jours, à 5 ans. Moi, j'essaie de voir à 20 ans en tant que mère. Aujourd'hui, ce qui se passe en Israël, ça concerne les Occidentaux. Ce qui se passe avec Ukraine, tout le monde de l'autre côté, il s'est dit, ça nous concerne. Mais ce qui se passe dans la République démocratique du Congo, ils nous tournent le dos. Parce qu'ils se disent, il y a notre enfant chéri qui gère, et nous allons juste le soutenir. Mais ils n'oublient pas, ils oublient plutôt une chose, que la guerre de la RDC risque de créer la 3e guerre mondiale. Vous avez dit tantôt que nous devrions négocier, non pas avec le Rwanda, ni avec l'Ouganda, mais avec les parrains de nos agresseurs. Exact. Nous devrions y aller comment? Comme des gens qui se plaignent, comme toujours, ou bien en position de force? Qu'est-ce que nous avons pour convaincre cette communauté afin que finalement nous puissions obtenir gain de cause? Vous savez que la guerre aujourd'hui, je dirais que le président Félix Antoine Tshisekedi a trouvé la guerre, qui n'avait pas commencé aujourd'hui. Étant enfant du Nord Kivu, j'ai grandi dans cette situation, connaissant la guerre avec ses racines et tout, que je ne veux pas entamer tout de suite. Mais regardons 1994, 94, si je peux le dire, quand on a accueilli les réfugiés rwandais. Ces réfugiés rwandais qui, pour que Kagame prenne le Rwanda, c'était avec les Occidentaux, toujours, qui l'ont aidé à faire tomber le président qui était là pour que lui puisse s'occuper. Et pendant qu'il y a eu ces coups d'État, moi j'appelle ça coups d'État, alors, la population qui traversait vers le Congo, il est entré avec hommes, femmes, enfants, chose normale, bétail, normal, mais avec militaires,
armés jusqu'aux dents, sous les yeux de la communauté internationale, enregistrés à la HCR. Le HCR a enregistré, je m'excuse, le HCR a enregistré ce qu'on appelait les FDLR. Et vous savez que le gouvernement congolais a toujours fourni des efforts pour répondre. Ça veut dire que les accords n'ont pas commencé avec Félix-Antoine Tshisekedi. Les accords ont commencé depuis belle lurette. Parce que le Rwanda toujours réclamait et disait toujours que c'est un bombe à retardement. La présence de FDLR au Congo, dans le Nord Kivu, c'est un bombe à retardement. Et vous allez vous rendre compte que autant de fois, on a eu à rapatrier. Si vous invitez les MNS, va vous donner les rapports d'autant de fois ils ont été rapatriés. On a eu à voir le PDDRCS qui est aujourd'hui, parce que hier c'était les démobilisation, les réinsertions et tout ça. Alors, ça ce sont des démarches diplomatiques que les anciens même présidents ont eu à faire. Et le président Antoine Félix-Antoine Tshisekedi est venu, comme je l'ai dit au début, il a dit non, quand même nous sommes africains, nous sommes voisins. Le développement de la République démocratique du Congo aussi permettra à l'Afrique tout entière de se développer, mais surtout ses 9 voisins. Mais le voisin qui a toujours eu problème avec nous, c'est le Rwanda. Alors, il est temps qu'avec le Rwanda, que je puisse parler. Il a fait autant de pourparlers avec le Rwanda. Pour vous, c'est suffisant. Il faut passer à une autre étape. Pour nous, c'est suffisant. Voilà pourquoi je vous ai dit. Quand vous parlez avec l'enfant, l'enfant vous montre combien de fois il a la bonne volonté. D'abord, ce n'est pas lui. D'abord, on lui a donné, on lui a envoyé. Maintenant, on se rend compte qu'on a trop parlé avec l'enfant. Il faut que nous parlons avec les parents. Comment alors y aller? Comment y aller? Voilà pourquoi je vous ai dit. En position de force ou à travers seulement des plaintes. Voilà pourquoi je veux chuter à ça. Dans les démarches du président Félix-Antoine Tshisekedi, il a voyagé autant de fois le mandat passé. C'est parce qu'il était dans la diplomatie, dans les plaintes. Il a bon pleuré et je pense que l'Afrique, on est en train de voir des vidéos ici et là, qui disaient que votre président est faible parce qu'il pleure, il pleure. Non, pour lui, il voulait que les choses se passent comme des bons Africains. Le l'arbre à palabre où les Nations Unies vont dire quand même il est innocent, il a fait des démarches. Mais aujourd'hui, on est fatigué. On ne veut plus faire ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire s'il faut chuter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je propose. Il y a déjà la SADC qui est sur le terrain avec son contingent. Comment jugez-vous leurs prestations? Est-ce que ça rassure? C'est depuis janvier que la SADC est sur place à Goma. Mais depuis janvier que la SADC est sur place à Goma, je veux même vous rafraîchir le mémoire. Le 22 décembre, pendant qu'à Kinshasa et dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, nous étions dans ces processus électoraux en train de voter. Il y avait des crépuscules de balles dans le Massissi. Précisément parce que la M23 voulait aller à Roubaïa, dans le mine de Roubaïa. Une manière de saboter même ces processus électoraux. Ça veut dire la SADC est là. Mais est-ce que ça empêche à ce que les M23 n'avancent pas? Parce que nous avons vu aujourd'hui, comme je vous parle, la population, la grande population de Sake est déjà dans la ville de Goma, où nous avons une grande population qui est en train de se déverser dans Goma. Et ça devient très difficile à vivre. Vous avez vu, il y a la SADC, mais il y a déjà 2 bombes qui sont tombées dans la ville même de Goma avec la présence de la SADC. Ça veut dire, la SADC est là. Mais vous devez savoir, ceux qui sont en train de se battre sur le terrain, ce ne sont que les Wazalendo. Les enfants, les patriotes. Voilà, à un moment donné, une piste de solution. Les Wazalendo. Les Wazalendo, c'est une piste de solution. Il ne faut ni négocier. Bon, s'il faut négocier, il ne faut pas négocier avec les pays agresseurs, mais avec leurs parrains. Une autre piste de solution, ce sont les Wazalendo. Une autre piste de solution. Oui, les Wazalendo, c'est pas, comme je peux le dire, aussi une bombe à retardement. Plus tard,
parce qu'on sait comment moi, je ne dirais pas que tous ces mouvements qui naissent à l'est du pays, après peut-être avoir gagné la bataille, ils exigent des contreparties. On l'a vu avec le M23. Vous savez, non, ma soeur. Il ne faut pas parler de M23 comme pour soutenir l'idée de Kagame et dire que ce sont nos enfants. Non. Le M23 a toujours existé partant après, si je parlais des histoires de RCD. RCD, c'est le M23. Parce qu'il y a eu M23-1, il y a eu, comment on appelle, avec Laurent Kunda. Il y a eu Laurent Kunda. Tout ça, c'est M23. Aujourd'hui, encore M23, après autant de négociations. M23 devient M23-2. Ça veut dire tout ça, ce sont moi je dirais, il a eu à être baptisé autant de fois, il n'est même pas fidèle à lui-même. Il a été baptisé autant de fois pour se convertir, et au finish, il s'est dit non, je dois garder mon autre nom. Là, je vis que c'était un peu beau. Mais non, ma soeur, les Maï-Maï, qu'on dit Maï-Maï, sont des résistants, patriotes, qui ont existé. Vous savez pourquoi il y a eu des Maï-Maï? C'est parce qu'il y a les ADF Nalu, cette milice de l'Ouganda qui est venue dans le Béni, qui est aussi des enfants de Béni qui ont été enrôlés par force comme font les M23 aujourd'hui dans le Rutshuru. Pour commencer à dire que c'est les ADF Nalu sont des enfants de la République, mais non. Mais ces enfants de la République, qui viennent revendiquer quoi, qui viennent demander quoi? Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus naïfs, et je pense que le président de la République n'est plus naïf à regarder, à écouter ce genre de bêtises, parce que moi, je le dis, je les qualifie de bêtises, je m'excuse, je les qualifie de bêtises. On a grandi, on a compris. Nous ne voulons plus tomber dans les erreurs du passé, nous devons corriger les choses. Aujourd'hui, plus de 30 ans, maintenant 30 ans, que les choses ne marchent pas. Alors, vous allez me dire que ces Maï-Maï, ils étaient aisés de mettre la terreur dans leur village. Non, c'est parce qu'ils se disaient, le temps que le gouvernement arrive, l'armée arrive, vu que l'armée est infiltrée jusqu'aux dents, avec le processus chaque fois des négociations, où à chaque fois on doit insérer, où à chaque fois, c'est que les M23 toujours demandaient, c'est quoi? Qu'on prend ces M23, qu'on les mette dans l'armée. Ils exigent leur intégration, oui. Voilà. Et quand on les intègre, c'est pour que notre armée devienne toujours plus faible. Ça veut dire, ce ne sera plus les commandants suprêmes qui vont contrôler, mais tous ces commandements passeront par le Rwanda, pour ne que citer le Rwanda. Oui, vous avez d'ailleurs loué les Maï-Maï tout à l'heure, mais on a vu par la suite comment ils se comportent sur le terrain vis-à-vis de la population. Non. Est-ce qu'avec les Wazalendo, on ne risque pas de tomber aussi, parce qu'il y a déjà des plaintes sur le terrain? Voilà, non. Nous sommes moi, je veux vous dire, oui. Les Wazalendo que vous parlez, moi, je peux même me déclarer Wazalendo. Je n'ai pas honte ni peur. Pourquoi? Parce qu'il y a mes frères, mes cousins qui sont dedans. Vous savez pourquoi? Les bénis et tout ça peuvent se dire Maï-Maï. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a nos enfants qui sont dedans. Parce qu'ils ont perdu père, oncle, tante, mère, et ils se disent, nous n'avons rien à perdre que nous engager pour libérer notre pays. Aujourd'hui, je veux vous dire que nous avons intérêt à les encadrer. Vous savez pourquoi des fois, ça peut arriver qu'ils ne sont pas bien contrôlés? C'est quand les gouvernements leur tournent le dos. Mais ils travaillent en collaboration. L'armée travaille en collaboration avec les Wazalendo. À l'époque, quand vous parlez de Maï-Maï, est-ce qu'à l'époque, le Maï-Maï travaillait avec le gouvernement? C'est aujourd'hui que Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, s'est dit que non, je ne peux pas amener les militaires de Kitona ou de Kasaï central ou de Bas-Congo ou de où aller au Nord Kivu ne maîtrisant pas les terrains, pendant qu'il y a des enfants qui ont milité depuis longtemps, mais qui n'ont pas été reconnus par la République. Je dois les reconnaître. On doit les appeler des réservistes. Et je voudrais dire ceci. Aujourd'hui, nous avons intérêt d'avoir les réservistes dans toute l'étendue de la République sur nos frontières. Vous savez pourquoi? Nous avons 9 pays voisins. Avec tout ce que nous avons sous nos sols congolais, ça veut dire que la guerre ne se finira pas. Alors nous devons être forts.
Connaissant, voilà pourquoi des fois, nous, les parents, nous disons, si j'ai des belles filles chez moi à la maison, je dois avoir des sécurités, je dois avoir des chiens. Ça veut dire aujourd'hui, connaissant la valeur que nous avons, les gisements, les coltons et tout ce que nous avons comme minéraux sous nos sous-sols, ce que nous avons, nos sous-sols regorgent, parce qu'on nous dit que le Congo, c'est une catastrophe géologique dans le monde. Alors nous devons être à la hauteur, savoir avoir une armée. Et le temps que le président de la République est en train de reconstruire l'armée. Bravo avec ce qu'il a dit de la morbidité. C'est une manière d'aller petit à petit à aller laver, en train de laver l'armée petit à petit. Ça, c'est quelque chose à encourager. Alors aujourd'hui, les réservistes, pour qu'ils ne puissent pas tourner contre nous, contre le peuple. Vous savez aujourd'hui, Kagame, qu'est-ce qu'il fait avec les M23? On propose mieux à nos enfants. On leur dit, aujourd'hui, vous n'étudiez pas. Si je dois revenir à ça, cette population qui vient de faire plus de 2 ans, 3 ans, ne va pas à l'école, qui espère, qui n'a pas enrôlé et s'est dit, ok, on nous a tourné le dos, la République nous a tourné le dos, on ne va pas à l'école, on n'a pas droit à la santé, on ne travaille pas. Le Rwanda leur propose, dit non, battons-nous. Quand nous allons récupérer Goma, vous allez être député, vous aurez des postes. Et les enfants se disent quoi? On nous propose mieux. Mais des fois, les enfants ne vont pas parce qu'on les a proposé mieux. Non, parce qu'ils n'ont pas cette considération au niveau de la nation congolaise. Voilà pourquoi j'inviterai le président de la République de voir cette situation de Wazalendo avec un œil patriotique, parce que lui aussi, il est le premier citoyen de la République. De le voir, de les encadrer, pour que demain, ceux qui voudront entrer dans l'armée... Ils doivent être encadrés en dehors de l'armée, où il faudrait les intégrer, puisque, vous l'avez dit, ils ont la connaissance, une bonne connaissance du milieu. Exact. Où il y a les affrontements. Vous savez, aujourd'hui, tout de suite là, moi-même, je ne peux pas accepter que les Wazalendo puissent s'intégrer maintenant dans l'armée. Vous savez pourquoi? Parce que l'armée, aujourd'hui, est en train d'observer les cessez-le-feu. Pendant que ce qui crée la résistance de M23 jusqu'au maintenant, c'est les Wazalendo. Mais vous savez comment ils se battent? C'est la population qui leur donne la nourriture. Ils se battent avec babouche. Les armes qu'ils ont, des fois, c'est ce qu'ils récupèrent quand ils gagnent bataille contre le M23. Et ils continuent avec ça. Vous savez leur motivation. D'abord, ils n'ont encore rien demandé au gouvernement. Ils ne vont rien demander au gouvernement. Pour eux, ils ont besoin... Ça, c'est vous qui le dites. Je le dis parce que ce sont mes frères, je les connais. Ils ont besoin que ces frères, ces sœurs, qui sont en train d'être violés, qui sont en train de mourir dans des camps de déplacés, regagnent leur village. Vous savez, on a enterré plus de 100 femmes âgées dans des camps de déplacés, où il y a plus de 100 camps de déplacés depuis ma dernière visite à Goma, de novembre. On a eu, pourquoi? Parce que ces femmes-là ont changé à leur âge, ont changé les rythmes, leurs habitudes alimentaires. Et ça ne leur facilite pas la tâche, ils en meurent. Alors ils se disent non, que cette population retourne à leur activité champêtre. Aujourd'hui, le Nord Kivu, l'haricot qu'on pouvait acheter à 2000 francs, à 1500, c'est à 4000, 5000, 6000 francs. Alors vous imaginez cet engouement maintenant du peuple qui descend. Aujourd'hui, nous sommes en train d'enregistrer beaucoup de maladies sexuellement transmissibles dans des camps de déplacés. On est en train d'enregistrer des grossesses indésirables des enfants de 11, 12, 13, 15 ans, des adolescentes. Aujourd'hui, nous sommes en train d'enregistrer des violences de toutes formes sexuelles, mentales, psychologiques, de femmes. Aujourd'hui même, vous savez qu'il y a de ces femmes, pour accéder au vivre dans des camps de déplacés, ils doivent coucher avec certaines personnes qui le pointent du doigt. Vous savez, ce trauma-là que cette population traverse, les Wazalendo portent ça dans leur tête et ils se disent non. Non, nous n'allons pas intégrer l'armée aujourd'hui parce que nous ne sommes pas sous l'ordre de qui que ce soit. Nous sommes sous l'ordre de la patrie.
Et c'est avec la patrie que nous avançons. Jusqu'à ce que mort nous trouve sur terrain. Et voilà pourquoi je me dis, nous n'avons pas à négocier avec le Rwanda tant que nous savons qu'il y a une puissance dans nos fils qui résiste devant le Rwanda, passant par le M23. Alors, nous n'avons qu'à négocier avec le père du Rwanda. Mais en négociant avec le père du Rwanda, nous devons être sûrs, parce que je ne veux pas seulement pointer du doigt le voisin et les 3 autres doigts me disent, Béni, mais ta responsabilité. Oui. Est-ce que... Par là, je dirais, est-ce que le Rwanda, la M23, travaille seul? Aujourd'hui, je veux dire, s'il y a un visiteur qui entre dans ma maison, vous voulez parler de l'infiltration au pays? Je parle de l'infiltration, je parle de ce que nous-mêmes, nous avons donné au visiteur Kagame, nous lui avons donné, il est entré au salon, mais nous lui avons donné aussi la chambre et la salle de bain de la chambre. Ça veut dire qu'il est à mesure de contrôler toute la maison que j'appelle la RDC. Et voilà pourquoi nous avons un travail dur, parce qu'on ne connaît pas qui est qui dans ces pays. Il faut un travail à l'interne. Ça veut dire qu'il faut un travail à l'interne. Et ce travail à l'interne ne pourra réussir que par la restauration de l'autorité de l'État, par la justice, par l'armée. D'abord, ces 3 piliers. D'abord, ces 3 piliers. Parce que s'il n'y a pas l'autorité de l'État, ces Wazalendo-là, même s'ils reviennent, ça veut dire qu'ils seront pointés du doigt et les mêmes personnes qui sont infiltrées vont le massacrer. Alors, est-ce que les 3 piliers vont nous permettre à ce que nous puissions parler avec le père de Kagame? Mais si le père de Kagame comprend jusqu'à présent que nous n'avons pas encore les 3 piliers, nous ne sommes pas d'abord encore sérieux nous-mêmes, il va continuer à passer par l'autre, pendant que par l'autre, il ne trouve même pas 50% de ce qu'il a besoin. Voilà pourquoi il va continuer à nous massacrer. Et voilà pourquoi je dis que ce n'est pas une guerre seulement des causes des minéraux, mais c'est une guerre d'occupation. Parce qu'ils veulent prendre toute cette partie, l'occuper. Ça veut dire que le Rwandais puisse venir occuper nos terres pour qu'il puisse vraiment bien contrôler. Parce que si un enfant, moi, Nabali, je veux me marier, je m'excuse, je veux me marier avec un Sud-Africain. Vous voyez, ça veut dire que mes parents peuvent arriver à ma belle famille, dans ma famille, et ils auront même mis quelque part de manœuvre, une marge de manœuvre un peu en avant. C'est ça. Si le Rwanda occupe une partie de nos terres, ça veut dire qu'il a réussi sa mission pour ses pères, qui vont maintenant faire l'alliance comme il faut et travailler. Alors, quand parlons de l'alliance, je veux voir ce que notre fils a fait. Parce que l'émission tend presque à la fin. Au finish, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Maintenir la pression, négocier ou carrément faire la guerre? Aujourd'hui, nous ne sommes pas en position de faire la guerre. Ça veut dire que nous allons continuer à maintenir la pression. Nous allons continuer à maintenir la pression. Malgré qu'en maintenant cette pression, il y a la population qui est en train de mourir. Ça veut dire que nous avons intérêt de prendre soin des réservistes pour que la population puisse respirer. Nous avons vraiment intérêt. Je dirais et je le répéterai, nous n'avons pas à négocier parce que nous sommes en position de faiblesse. Mais nous avons à regarder le temps que nous sommes en train de nous reconstruire sur le plan armé, mais nous devons prendre soin de ces réservistes sur terrain parce qu'eux ne vont pas écouter qui que ce soit, ni les commandements du président de la République, ni les commandements des internationaux, ni les commandements de qui que ce soit, peut-être Dieu lui-même. Alors, on va passer à notre deuxième dossier en rapport avec les élections. Il y a eu faible moisson de la participation de la femme au scrutin de décembre 2023. À qui incombe la responsabilité? L'échec serait la femme elle-même? Vous savez, le cycle passé, il y a eu, disons, 11% en 2019. 19, il y a eu 11% de réussite.
Ces cycles ici, d'abord, nous avons enregistré un grand nombre de femmes, que ce soit au niveau national, provincial. Et ce que j'ai admiré beaucoup, c'est au niveau municipal. C'était une première expérience, et cette première expérience qui a sa place et une place capitale dans notre pays, cette place municipale, parce que nous devons savoir que le pouvoir d'abord du plus bas est plus puissante et qui amène à une grande puissance au niveau élevé. Je dirais, d'abord, nous sommes fiers de voir ce que ça a donné, malgré que nous aimerions, on espérait avoir plus que ça. Parce que vous devez savoir que ce n'est pas seulement la faute de la femme. Nous avons aussi une responsabilité. Mais nous allons dire que nous ne nous préparons pas assez. Et je pense que nous avons pris compte de ça. Je pense que la fois passée, il y a Kafkou qui était passé ici, qui a parlé en long et en large. Je ne suis pas habilitée à parler, mais je vais cruncher par rapport à ça. Vous savez, les femmes, nous avons travaillé cette année, où nous nous sommes dit, oh balobaka, basi batonga kate. Mais nous nous sommes mis ensemble à un certain moment. Vous avez vu d'abord, il y avait 2 femmes, candidats à la candidature suprême, à la présidence. Il y avait 2 femmes. Une a désisté, mais ça nous a fait mal au lieu de se marier ou de se prononcer en faveur de l'autre femme, l'autre candidate. Elle a jugé bon de soutenir un homme. Président. Non, je ne veux pas dire président parce qu'il y avait beaucoup de candidats présidents, mais un candidat homme. Oui. Et pour nous, c'est vrai, ça nous a fait mal, mais c'était son choix. C'était son choix. Et ça nous a amené à réfléchir, à dire non. Nous devons nous soutenir malgré que nous pouvons penser que l'autre est faible par rapport aux efforts qu'il fournit, mais nous pouvons la porter main forte par rapport à ses visions, par rapport à ce qu'elle a apporté, le bagage qu'elle a pour cette nation. Nous pouvons la soutenir malgré ce qui peut arriver. Nous avons vu que les femmes ont été utilisées encore pour la 1e fois par nos politiques. Parce que ce soit les partis politiques, que ce soit les indépendants, ils ont aligné beaucoup de femmes. Parce que le président de la République a demandé, lui qui est le champion de la masculinité positive, à favoriser que les femmes puissent postuler. Et c'était l'occasion. Les femmes ont saisi cette occasion pour postuler. Mais ces femmes-là ont été servies d'escalier. On a vu on les a servis d'escalier pour que les hommes puissent encore rafler des sièges. Et à la fin, on s'est dit, est-ce que vous pensez que nous aurons la solution si nous créons nos partis politiques? Mais nous-mêmes, nos femmes, nous disons non. Nous sommes compétitives. Sur le terrain même, la femme ne vote pas la femme. Sur le terrain, ce n'est pas que la femme ne vote pas la femme, mais la femme a des difficultés même à battre campagne. Vous devez savoir que même ces femmes-là qui ont été, que les partis politiques ont mis sur des listes, les partis politiques n'ont pas accompagné les femmes à 100%. Non. Les femmes ont eu des difficultés comme pas possible à battre campagne. Les femmes ont été stigmatisées sur le terrain, où nous avons vu des vidéos parce que cette femme a eu une vie sexuelle avec elle, on lui balance parce qu'il a postulé. Et autant d'hommes font des débauches ici et là, mais on ne le met pas. Une manière de dire à la femme de la ramener encore plus bas. Et ce qui est vrai, c'est désolant parce que le même femme, nous-mêmes, nous avons eu même à transférer ces mêmes messages. Une manière de cracher sur nous-mêmes. Voilà les responsabilités de foi. Donc je parle de part et d'autre. Nous avons aussi la responsabilité. Les hommes aussi ont la responsabilité. Ça veut dire aujourd'hui, c'est vrai, nous n'allons pas dire nous avons échoué. Ça n'était pas un échec. Ce n'était pas vraiment dire. Pour nous, nous allons nous dire, nous nous préparons encore mieux.
D'ailleurs, il y a les prochains scrutins, Voilà. les sénateurs Voilà. et les gouverneurs et vice-gouverneurs. Voilà. Mais jusqu'à aujourd'hui, la CENI n'a réceptionné aucun dossier des femmes. Vous pensez qu'on va renverser la tendance? On va renverser la tendance. Parce que les femmes, nous sommes en train de nous asseoir et nous sommes en train de dire, vous avez de capacités, nous sommes capables. Nous avons la capacité de changer les choses parce qu'on a déjà vu des Sun City, tout ça, les accords, c'est les femmes qui ont changé les choses. Alors aujourd'hui, avec 13-25, nous avons ce pouvoir de changer la donne dans ce pays. Nous sommes en train de nous soutenir. Vous avez vu les dimanches à 8 passés, nous nous sommes réunis à 19, les femmes, pour voir comment nous pouvons faire pour que nous puissions reprendre nos places entre femmes leaders, entre femmes de la société civile, entre femmes politiques, pour que les choses évoluent. Ça veut dire nous avons mis nos batteries en marche pour les 5 ans à venir et pour ce qui est du gouvernement. Voilà, elle l'a dit, les femmes ont mis les batteries en marche pour renverser la tendance, changer la donne par rapport à la participation politique des femmes dans les instances de prise de décision. Voilà, c'est d'ailleurs ce qui met un terme à cette émission. Le magazine Débat au féminin qui a reçu pour vous aujourd'hui Madame Béni Nézé-Ouriozé. Elle est présidente de la Dynamique nationale pour l'unité, la paix et la sécurité. Je l'ai dit, avec elle, on a parlé de la situation sécuritaire à l'est du pays. Est-ce qu'il faudrait maintenir la pression ou négocier? Nous avons parlé aussi un tout petit peu de l'élection des femmes lors des législatives de décembre dernier. Comment rectifier les tirs? Vous avez entendu sa prise de position par rapport à ces élections et comment les femmes se préparent pour renverser la tendance. Voilà qui met un terme à cette émission coordonnée par Miguel Mena et puis Mamichela nous a aidé dans la préparation de cette émission. L'équipe vidéo était assurée par Patrick Mongongo. À la prise de son, nous avions John Condé. Alors, on va se retrouver prochainement dans un autre numéro de Débat au féminin. Situation sécuritaire à l'est du pays. Faudrait-il maintenir la pression à travers les manifestations ou négocier avec l'ennemi? Comment se passe la collaboration entre le gouvernement congolais et les patriotes d'Iwazalendo? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Béni Nézé-Ouriozé, présidente de la Dynamique nationale pour l'unité, la paix et la sécurité. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.